Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête. Dans la voie 1, réponse A. Dans la voie 2, réponse B. Dans aucune de ces voies, réponse C. Alors, ce voyant vient de s'allumer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce voyant? Donc, ça signale une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Donc, c'est un voyant de couleur rouge. Donc, ça, il faut le savoir par cœur. À partir du moment qu'on a un voyant rouge qui s'allume, il faut s'arrêter. Ça annonce un danger. Donc, par contre, on va s'arrêter où? Forcément, il ne faut pas s'arrêter n'importe où. Surtout sur ces chaussées, donc voies rapides ou autoroutes. Alors, est-ce que je vais m'arrêter dans la voie numéro 1? Donc, c'est une voie de circulation. Donc, ce serait trop dangereux, forcément, de s'arrêter dans une voie de circulation. La voie numéro 2, alors cette voie, est-ce que c'est une voie de circulation normale? Donc, non, puisqu'on a des gros traits épais. Et vous voyez, par rapport à ces traits-là, ce n'est pas les mêmes. Donc là, ça annonce une voie qui est réservée. Donc, réservée à qui? Donc, bah, ça va être aux véhicules longs. On n'a que ce type de voie sur ces voies rapides ou autoroutes. On aurait pu, si on aurait été en ville, ça peut être une voie réservée aux bus, etc. Mais là, non. Forcément, sur ces voies-là, on n'a pas de voie réservée aux bus. Alors, est-ce que je m'arrête sur cette voie réservée aux véhicules lents? Non plus. Donc, je vais plutôt m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Où est arrêté donc ce véhicule? Donc, voilà. Donc, c'était plutôt dans aucune de ces voies. Parce qu'on nous demandait soit la 1, soit la 2. Non, non, c'est ni la 1, ni la 2. Donc, s'arrêter éventuellement sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc, c'était réponse C dans aucune de ces voies. Une baisse rapide du niveau du liquide de frein peut être due à une fuite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut être due à l'usure des plaquettes de frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, le liquide de frein, donc c'est annoncé par ce symbole-là. Alors, qu'est-ce que c'est le liquide de frein? C'est ce qui relie la pédale de frein concrètement. Donc, quand je vais pousser ma pédale de frein, ça va pousser le liquide qui va serrer du coup les plaquettes de frein contre le disque. Alors, donc, ce liquide, forcément, il faut qu'il y en ait si on n'a plus assez, on n'a plus de frein. Je vais pousser quand je vais pousser ma pédale, je vais plus rien pousser, donc je vais pas pousser, je ne veux pas accéder justement à mes plaquettes de frein. Alors s'il y a une baisse rapide de ce liquide, est-ce que ça peut être dû à une fuite? Donc forcément, si on met le tuyau, on a une fuite, je vais perdre le liquide et ça peut être une baisse rapide bien sûr. Donc oui. Alors est-ce que ça peut être dû à l'usure des plaquettes de frein? Donc les plaquettes des freins, c'est ce qui va venir serrer le disque pour freiner. Donc ça va user. Et des plaquettes de frein, ça s'use, mais ça s'use pas rapidement. Ça s'use tout doucement forcément. Dans le temps, heureusement. Donc là, on parle bien d'une baisse rapide. Donc non, une baisse rapide, c'est pas dû à l'usure des plaquettes. Donc une baisse au fil du temps. Donc bien sûr, mais pas une baisse rapide. Donc, bonne réponse A et D. Ce conducteur est en infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, est-ce que ce conducteur est en infraction? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir?
Donc ce qui saute aux yeux forcément, c'est sa petite oreillette pour téléphoner. Donc ce dispositif maintenant est interdit. Ce qui est autorisé maintenant uniquement dans les véhicules, c'est le kit main libre. C'est le système Bluetooth, c'est-à-dire on a un micro qui est quelque part au niveau du véhicule et avec des haut-parleurs. Mais au niveau oreille, on n'a rien du tout. Alors pourquoi c'est interdit? Parce que cette petite oreillette va cacher le bruit extérieur. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui klaxonne, etc., on risque de pas forcément entendre cette information. Donc c'est pour ça que ce système est interdit maintenant. Donc ce conducteur est en infraction? Oui. Bonne réponse A. Je continue le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, est-ce que je continue le dépassement? Donc pour dépasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, il faut vérifier si j'ai le droit de dépasser. Qu'est-ce qui va nous dire ça? C'est la signalisation. Donc c'est la signalisation, donc c'est-à-dire des panneaux ou éventuellement un marquage au sol. Donc là, on n'a pas de panneau qui nous interdit de dépasser et le marquage au sol nous autorise à dépasser. Deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est forcément j'ai une bonne visibilité et aucun véhicule arrive en face. Là, le problème, on aperçoit un véhicule blanc, une camionnette qui arrive en face. Donc forcément, même si ce véhicule roule lentement, puisque c'est un tracteur, et je peux avoir forcément, ça va être très dangereux d'entamer le dépassement. Donc forcément, comme il y a quelqu'un qui arrive en face, je ne continue pas mon dépassement. Bonne réponse B. Un siège bébé placé à l'avant doit être positionné face à la route. Réponse A. Dos à la route. Réponse B. L'airbag passager doit être activé. Réponse C. Désactivé. Réponse D. Si je place un siège bébé, donc à l'avant de mon véhicule, forcément sur le siège passager, donc il doit être positionné, donc dos à la route. C'est-à-dire, donc le siège va être ici et le tableau de bord de la voiture, l'avant de la voiture, va être de ce côté-là. Pourquoi donc dos à la route? Tous les sièges bébés qui soient même placés à l'arrière, ça ne change rien du tout. Donc pourquoi? Parce qu'en cas de choc, le problème d'un bébé, c'est qu'il n'a pas assez de force de muscle au niveau de son cou pour retenir sa tête. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut le mettre dos à la route en cas de choc à l'avant. En cas de gros freinage, c'est le siège qui va retenir la tête de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il doit être positionné dos à la route, que ce soit à l'avant ou même à l'arrière du véhicule. Ça ne change rien. Donc du coup, par contre, si je place à l'avant, l'airbag va se trouver ici. Passager, et bien sûr, doit être désactivé. Par contre, en cas de choc, si l'airbag s'active, vous imaginez forcément, ça va pousser tout ça, c'est très puissant l'airbag. Donc c'est vraiment très dangereux, forcément pour l'enfant. Donc le siège doit être positionné dos à la route et l'airbag doit être désactivé. Bonne réponse, B et D. La vitesse est limitée à 30 km/h si je continue en face. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je tourne à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ici, on arrive donc à une intersection où éventuellement on peut aller tout droit ou tourner à gauche.
et on a ce petit panneau qui nous annonce qu'on arrive dans une zone où la vitesse va être limitée à 30 km/h. Alors, qu'est-ce que c'est une zone? C'est un ensemble de rues, c'est-à-dire donc que j'ai n'importe où. Après ce panneau, bien sûr, j'entre dans la zone. Donc n'importe quelle rue que je vais avoir sera gérée par cette zone. C'est-à-dire donc la vitesse sera limitée à 30 km/h jusqu'à que je rencontre le panneau barré, fin de zone. Donc bien sûr que je continue tout droit ou que je tourne à gauche, je serai dans la zone limitée à 30 km/h. Donc la vitesse sera bien limitée à 30 en face et à gauche. Donc bonne réponse A et C. 80 km/h, c'est parcourir environ 15 mètres par seconde, réponse A, 25 mètres par seconde, réponse B, 35 mètres par seconde, réponse C, 45 mètres par seconde, réponse D. Alors 80 km/h, donc c'est parcourir environ. Donc là, il fallait bien comprendre ce qu'on nous a demandé. Donc là, on nous demande de savoir quelle distance en termes de mètres je vais parcourir chaque seconde. C'est-à-dire pendant une seconde. Donc comment faire ce calcul? Donc ça va être assez simple. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. La 80 km/h, c'est le 8. C'est-à-dire qu'on enlève le 0 qui est tout à gauche. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce chiffre? On va le multiplier par 3. Donc 8 fois 3, donc ça nous donne 24. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ce qu'on parcourt environ ça. Mais à peu près, mais ce qu'on parcourt pendant une seconde. Donc à 80 km/h, toutes les secondes, je vais parcourir environ 24 mètres. Ce qui nous donne forcément environ 25 mètres par seconde. Donc on peut voir si cette question là, à 80 km/h, je parcours quelle distance pendant le temps de réaction. Donc c'est exactement la même question, puisque le temps de réaction, je vous rappelle, est d'environ une seconde. Donc voilà, on a exactement la même question. Donc voilà, réponse B, 25 mètres par seconde. Donc on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on multiplie par 3. Donc réponse B. Rouler en dessous des limitations de vitesse permet d'être moins stressé, réponse A, d'économiser du carburant, réponse B, de moins observer la circulation, réponse C, de moins polluer, réponse D. Alors si je roule en dessous des limitations de vitesse, c'est-à-dire que je vais rouler forcément moins vite, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet d'être moins stressé? Donc oui. Pourquoi? Parce que plus je vais rouler vite, plus les informations vont arriver rapidement et je vais avoir moins de temps à les traiter. Le fait de rouler, forcément moins vite, je vais avoir plus de temps à observer les choses, à les analyser, à les traiter. Donc forcément ma conduite, forcément moins vite que les conducteurs, ma conduite sera moins stressée. C'est pour ça que les gens conducteurs doivent rouler forcément moins vite que les conducteurs confirmés. Parce que comme ils ne sont pas habitués, ils vont mettre plus de temps à analyser, à traiter les choses par rapport à un conducteur confirmé. Donc c'est pour ça que aussi un conducteur novice va stresser beaucoup plus qu'un conducteur confirmé. Alors est-ce que ça permet d'économiser du carburant? Donc oui, ce qu'il faut savoir, plus on va freiner, plus on va rouler vite, plus on va consommer du carburant. Parce que c'est l'air qui va freiner principalement la voiture. Et cet air, le frottement à l'air est de plus en plus important plus on roule vite. Donc ce qui va freiner de plus en plus la voiture.
Donc si je roule moins vite, forcément je vais économiser du carburant. Est-ce que ça permet de moins observer la circulation? Donc de moins observer la circulation, donc non, on vient de le dire, c'est le contraire. Comme je vais avoir plus de temps, ça va me permettre d'observer plus la circulation. Est-ce que ça va permettre de moins polluer? Donc on vient de le voir, comme on va consommer moins de carburant, forcément on va rejeter moins de polluants. Donc on va moins polluer. Donc oui, faites attention à ces questions, ça c'est assez simple. Généralement, mais attention entre moins, plus. Voilà, lisez bien les questions. Donc les bonnes réponses c'était A, B et D. Je peux faire un arrêt le long de ce trottoir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, est-ce que je peux faire un arrêt le long de ce trottoir? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une bande cyclable. On le voit grâce forcément à la largeur de cette bande et au symbole forcément cycliste. Donc sur une bande cyclable, ça il faut le savoir par cœur. Donc une voiture n'a pas le droit de circuler dessus et elle n'a pas le droit non plus, bien sûr, de s'arrêter ni de stationner. Ce qui gênerait forcément la circulation des cyclistes. Donc interdiction bien sûr de s'arrêter, même si c'est pas longtemps, sur un bande cyclable. Donc je peux faire un arrêt? Non. Bonne réponse B. Le chargement sur le toit d'une voiture peut dépasser à l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut dépasser à l'arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors le chargement sur le toit, donc ça il faut le savoir aussi par cœur. On a beaucoup de questions là-dessus. Donc on ne doit pas dépasser l'avant de la voiture. Ça peut dépasser le pare-brise comme là, mais au niveau du devant de la voiture, ça n'a pas le droit de dépasser à l'avant. Par contre à l'arrière, comme sur cette photo, ça peut dépasser. Et on a le droit par contre de dépasser jusqu'à 3 mètres, pas au-delà. Donc, est-ce que ça peut dépasser à l'avant? Donc, non. Mais à l'arrière, oui. Bonne réponse, B et C. La circulation est à l'arrêt devant moi. Je m'arrête. Derrière le véhicule. Réponse A. Immédiatement. Réponse B. Donc, ici, nous sommes face à une intersection et devant nous, donc, la circulation est arrêtée. On le voit grâce au feu stop de cette voiture d'allumer. Alors, est-ce que je vais m'arrêter où je suis? Ou je vais avancer jusqu'à derrière cette voiture? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais encombrer une intersection, c'est-à-dire de s'arrêter dans une intersection. Pourquoi? Bah, il faut laisser libre le passage. Vous voyez par exemple si un véhicule arrive en face et souhaite tourner ici, bah, il faut laisser libre le passage. Pourquoi je vais bloquer ce véhicule qui souhaite tourner? Alors que ce n'avance pas devant, mais chose si quelqu'un qui sort d'ici, au moins s'il tourne sur sa gauche, il va pouvoir passer. Donc on s'arrête immédiatement une fois que la circulation repart. Là, on va pouvoir s'engager. Donc je m'arrête immédiatement. Réponse B. Pour stationner, je devrais tenir compte de la date. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du numéro des maisons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ici, on arrive dans une zone où le stationnement
donc se fera à alternance semi-mensuelle. Alors comment savoir ça? Parce que c'est inscrit 1, 15, 16, 31. Alors est-ce que je vais devoir tenir compte de la date? Donc oui, pour savoir où je me situe dans le mois. Est-ce que je me situe dans la première quinzaine, c'est-à-dire entre le 1 et le 15 du mois, ou le 16 et le 30 ou 31 du mois? Donc il faut savoir la date. Il va falloir aussi savoir le numéro des maisons. Donc ça, il va falloir regarder sur les maisons quel numéro. Alors pourquoi c'est important les numéros? Parce que suivant là, si on est situé au niveau de la date du mois, dans la première quinzaine, on va stationner du côté des maisons qui portent le numéro impair, c'est-à-dire 1, 3, 4, 5, etc. C'est inversement, on est compris entre le 16 et le 31 du mois, on va stationner du côté des numéros pairs, des maisons, c'est-à-dire 2, 4, 6, etc. Donc là, forcément, par exemple, sur cette photo, on va pas pouvoir savoir de quel côté on va stationner. Même si pendant qu'on dit qu'on est le 10, donc on est situé entre le 1 et le 15. Donc ce sera du côté du numéro impair. Mais nous ne sachons pas, voilà, le numéro des maisons. On ne sait pas si on va stationner à gauche et à droite. Donc par contre, on verra 1, 2, 1, 4, etc. Si on sera dans la première quinzaine, alors les véhicules seraient du bon côté, c'est-à-dire de l'autre côté du numéro pair. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir la date, pour savoir dans quelle quinzaine on se trouve. Et aussi le numéro des maisons pour savoir de quel côté stationner, suivant la quinzaine qu'on est. Donc bonne réponse A et C. Pour une bonne efficacité, la ceinture de sécurité doit passer sur le cou, réponse A, la clavicule, réponse B, les os du bassin, réponse C. Alors la ceinture de sécurité doit passer par où? Donc déjà, il doit passer bien sûr pour les hauts du bassin. Donc forcément pour bien maintenir, donc généralement elle s'attache ici et ensuite il doit passer par la clavicule et non le cou, puisque sinon ça va couper forcément en cas de choc. Ça va couper. Donc bonne réponse, c'était B et C. Ce voyant indique une surchauffe du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Indique le fonctionnement de la climatisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, que indique ce voyant? Donc ce voyant, ça n'indique pas une surchauffe moteur ni le fonctionnement de la climatisation. Alors, qu'est-ce que ça indique? Ça indique le fonctionnement du digivrage au désembouillage de la vitre arrière. Alors, une surchauffe du moteur, donc ce sera signalé par exemple par rapport à ce symbole-là. Donc, soit ce sera l'aiguille, sera dans la zone rouge, et on aura un voyant rouge comme celui-ci qui va s'allumer, c'est sa surchauffe du moteur. Et le fonctionnement de la climatisation, donc ça c'est plus généralement, donc au niveau du boîtier où on actionne le bouton, on actionne la climatisation, c'est un voyant qui s'allume au niveau de ce bouton pour dire que la climatisation est en marche. Donc ni l'un ni l'autre, donc bonne réponse B et D. Ne pas utiliser les clignotants dans un rond-point peut être une cause d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors dans un rond-point, bien sûr, il faut bien utiliser les clignotants et bien les utiliser aussi correctement. Donc bien sûr, les clignotants, ça sert à indiquer aux autres ce qu'on va faire.
Donc si jamais on n'indique pas, les autres vont être surpris. Donc c'est là qu'il peut y avoir forcément un accrochage. En même temps, si on les utilise mal, par exemple ce véhicule met son clignotant à droite, on va croire qu'il va sortir la prochaine sortie. Mais s'il continue tout droit, les véhicules peuvent s'engager. Là, il y aurait accident aussi. Donc c'est pour ça, c'est impératif de bien mettre les clignotants. Donc pour avertir les autres et pour pas les surprendre. Donc oui, ça peut être une cause d'accident. Bonne réponse A. Avant de prendre son véhicule, il est préférable d'en faire le tour. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors avant de prendre son véhicule le matin, la première fois, donc il faut mieux faire le tour de son véhicule. Alors en quoi consiste ce petit tour? Bon, pour voir s'il n'y a pas des anomalies. Donc on n'aurait pas vu par exemple la veille ou juste avant de partir avant. Donc par exemple un pneu peut-être dégonflé, on peut avoir une crevaison. Voilà, donc faire le tour, voir s'il n'y a pas d'anomalie particulière sur la voiture. Donc avant de démarrer, donc il est préférable bien sûr, parce que si on part la voiture pendant un pneu qui est dégonflé, ça peut être très embêtant. Par exemple au niveau de la tenue de route, ce qui peut causer un accident. Donc oui, un petit tour avant de prendre son véhicule, c'est préférable. Bonne réponse A. Je peux suivre ce véhicule qui dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, est-ce que je peux suivre ce véhicule qui dépasse? Donc, avant d'effectuer un dépassement, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Il faut toujours vérifier si on a le droit de dépasser. Forcément, si on n'a pas le droit, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qui nous donne le droit ou pas de dépasser? Donc, c'est la signalisation. Donc, c'est soit des panneaux, là, en l'occurrence, on n'a aucun panneau, ou le marquage au sol. Donc, forcément, c'est la ligne centrale qui va nous dire si oui ou non on a le droit de dépasser. Et là, on a les pointillés, des pointillés. Donc, on a le droit de dépasser. Deuxième chose donc à vérifier, donc c'est j'ai une bonne visibilité vers l'avant. Donc là, on voit apparemment qu'il n'y a personne qui arrive en face. Mais est-ce que je peux suivre ce véhicule? Donc quand on est en double sens de circulation, ce qui est le cas ici, parce qu'on a des pointillés, je vous rappelle, si on sera en sens unique, on aura une ligne blanche continue ici. Donc comme on est en double sens de circulation, il faut jamais suivre, se mettre derrière un véhicule qui dépasse. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on se trouve derrière ce véhicule, on ne voit pas ce qui se passe devant. Donc là, à travers les véhicules, je vois qu'il y a personne au moment où je me mets à dépasser. On a un véhicule qui peut surgir en face. Donc ce véhicule a sûrement le temps pour dépasser. Mais si moi je me mets derrière, je ne pourrai pas juger si j'ai toujours le temps ou pas. Donc forcément, c'est beaucoup trop dangereux. Donc avant d'effectuer un dépassement, je vais attendre que ce véhicule ait fini le sien pour avoir vraiment la vision libre sur cette voie. Donc jamais suivre en double sens de circulation un véhicule qui dépasse. Donc bonne réponse B. Dans cette situation, je dépasse. Réponse A. Je patiente. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Donc là, nous nous trouvons juste derrière donc les ébouilleurs pour le ramassage des poubelles.
Donc forcément, donc ils vont mettre un petit temps donc pour ramasser justement ces poubelles. Alors qu'est-ce que je fais dans cette situation? Alors vous savez, dans ces situations, on est tenté de dépasser. Là, le problème du dépassement, c'est que on a une très mauvaise visibilité. Si jamais on s'engage ici, dans le virage, au moment où il y a un véhicule qui est surgé forcément, peut être très dangereux. Donc là, dans cette situation, on ne dépasse pas. Est-ce que je klaxonne? Donc non, ils font leur travail. Voilà, ils nous gênent, ok, mais ils font leur travail. De toute façon, ils vont pas être très lents à enlever ces poubelles. Donc là, la meilleure solution, c'est de patienter. Ça va durer 20-30 secondes, pas plus. Donc, il vaut mieux perdre 30 secondes que forcément causer un accident. Et voilà, ça sert à rien de klaxonner. Ils vont aller plus vite pour autant. Donc, dans cette situation, je patiente. Et si plus loin j'aurai une bonne visibilité pour dépasser. Là, j'effectuerai mon dépassement, mais pour l'instant, c'est trop dangereux. Donc, je patiente tranquillement. Bonne réponse B. Le mélange alcool et médicaments augmente les risques au volant. Réponse A. Diminue le temps de réaction. Réponse B. Améliore les réflexes. Réponse C. Alors, le mélange alcool et médicaments, donc forcément, ça multiplie les risques d'accident, bien sûr. Donc, faut jamais aller dans ça augmente considérablement les effets de l'alcool. Et les médicaments, c'est un mélange explosif, malheureusement. Donc, ça augmente bien sûr les risques d'accident au volant. Alors, est-ce que ça diminue le temps de réaction? Alors, attention toujours à ces questions entre les termes augmente et diminue. Généralement, on sait la réponse, mais si on répond trop vite, on risque de comprendre la question à l'envers. Donc là, on augmente bien le risque d'accident. Donc on va mettre où il y a plus de risques. Alors, est-ce que le temps de réaction va diminuer? Donc non, c'est le contraire, ça va augmenter le temps de réaction. Il faut mettre plus de temps à réagir. Ce n'est pas parce que je prends l'alcool ou des médicaments que je vais me mettre moins de temps à réagir. Le temps de réaction va augmenter, donc diminue. Non, est-ce que ça améliore les réflexes? Non plus. Donc il y avait qu'une bonne réponse, c'était A. Ça augmente les risques au volant. Donc bonne réponse A. En période probatoire, j'ai 8 points sur mon permis. Je dois faire un stage de sensibilisation si je perds en une infraction. 2 points, réponse A. 4 points, réponse B. 6 points, réponse C. Alors, en période probatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, période probatoire? Ça veut dire qu'on est jeune permis. Donc, jeune permis, donc j'ai 8 points sur mon permis. Donc là, c'est au bout d'un an. Je vous rappelle, si on commet aucune infraction, on récupère 2 points si on est dans la formule traditionnelle. Donc j'ai 8 points sur mon permis. Est-ce que je suis obligé de faire un stage? Si on a une infraction, je perds combien de temps? Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on est jeune permis en période probatoire, c'est en une infraction, je perds 3 points au plus. Je suis obligé d'effectuer un stage en dessous, ça m'en vaut vouloir, mes 3 points en plus, c'est en une infraction obligé d'effectuer un stage. Donc 2 points, je ne suis pas obligé parce que je dois faire un stage. Donc c'est une obligation à 4 points, forcément je suis supérieur à 3 points. Donc je suis obligé à effectuer un stage et 6 points aussi. Donc je vous rappelle, sinon ce stage permet de récupérer 4 points.
Donc, bonne réponse, B et C. Le principal problème de l'installation de cette passagère est le contrôle par les forces de l'ordre, réponse A. L'airbag en cas de choc, réponse B. Le marquage de visibilité du conducteur, réponse C. Alors, cette installation de cette passagère, donc elle a les jambes, les pieds sur le tableau de bord. Alors, le principal problème, donc déjà c'est au singulier, est-ce qu'on peut avoir plusieurs réponses possibles? Non, on nous demande le principal problème de cette installation. Donc déjà, si vous avez mis plusieurs réponses, c'est faux. Il faut choisir parmi les trois. Donc le principal souci, ça va être au niveau de l'airbag en cas d'accident. En cas de choc, si jamais l'airbag se trouve ici, généralement, donc si l'airbag se déclenche, qu'est-ce qui va se passer? Les jambes vont être éjectées. Donc forcément, cette passagère risque fortement de se casser malheureusement les jambes. Donc le principal problème de cette installation, donc c'est l'airbag en cas de choc. Bonne réponse B. Après le dépassement de ce camion, je reste dans cette voie. Réponse A. Je place dans la voie à ma droite. Réponse B. Donc après le dépassement de ce camion, donc une fois que j'aurai bien dépassé, j'aurai une bonne distance de sécurité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans cette voie ou est-ce qu'on se rabat sur la voie à notre droite? Donc le code de la route est très clair là-dessus. Il faut rouler toujours le plus à droite possible. Donc on a droit d'emprunter ces voies-là à condition d'effectuer un dépassement. Donc, une fois que j'ai dépassé ce camion, il faut que je me rabatte devant lui. Donc à part donc si jamais on dépasse ces véhicules, mais voilà. On a déjà la vitesse maximale autorisée, 110 km/h. Donc une fois que j'ai dépassé le camion, il faut se rabattre à droite. Et après, si jamais on doit dépasser les autres véhicules, là on pourra reprendre les autres voies. Mais une fois le dépassement est terminé, on reprend sa place à droite. Donc, bonne réponse B. Dès les premiers signes de fatigue, il est préférable de continuer prudemment. Réponse A. De s'arrêter. Réponse B. De monter le son de la radio. Réponse C. D'ouvrir la vitre. Réponse D. Alors, dès les premiers signes de la fatigue, donc qu'est-ce que ça peut être? Donc justement, par exemple, on peut changer beaucoup de position. Forcément, on peut ressentir physiquement la fatigue, les yeux qui commencent à se fermer assez longtemps, voilà, on bâille, voilà. Donc ça, c'est les premiers signes de fatigue. Donc il y a une chose à faire, c'est de s'arrêter pour se reposer. On ne peut pas lutter contre la fatigue. J'ai beau donc continuer prudemment, rouler moins vite, j'ai beau monter le son de la radio, ouvrir la vitre pour avoir plus d'air, tout ça, si je suis fatigué, ça ne va pas permettre de lutter contre la fatigue. C'est impossible. Donc la seule solution, c'est de s'arrêter pour se reposer. Même si jamais donc il ne reste pas beaucoup de kilomètres, très peu, et ben voilà, même en 5 minutes, on peut malheureusement s'endormir. Si vraiment on est très fatigué. Donc la seule solution, c'est de s'arrêter pour se reposer. Bonne réponse B. Le feu vient de passer au rouge. Après s'être arrêté, il est inutile de couper le moteur. Réponse A. Il est utile de couper le moteur.
Réponse B. Couper le moteur permet d'économiser du carburant. Réponse C. Alors le feu vient de passer au rouge. Donc du coup, je vais m'arrêter à la ligne du fait de feu. Donc qu'est-ce que je fais? Donc on parle, donc est-ce qu'il faut, il est préférable de couper le moteur ou pas? Donc ce qu'il faut savoir sur les véhicules modernes, à partir du moment qu'on coupe le moteur, si on reste plus de 20 secondes à l'arrêt, à partir de 20 secondes, on économise du carburant. C'est-à-dire, entre guillemets, quand je donne un coup de clé pour redémarrer mon moteur, forcément à ce moment-là, je vais consommer du carburant. Et ça consomme le carburant, voilà, à peu près de 20 secondes d'arrêt. Donc voilà, si on sait qu'on va rester moins de 20 secondes à l'arrêt, donc ça sert à rien de couper le moteur. Parce que on va consommer, mais si on ne sait qu'on va rester plus de 20 secondes à l'arrêt, il est préférable d'éteindre le moteur. À partir de 20 secondes d'arrêt, là on commence à économiser du carburant. Donc là le feu vient de passer au rouge. Donc il va rester plus de 20 secondes en rouge. Un feu qu'on s'arrête plus de 20 secondes, donc là du coup comme il vient de passer au rouge, donc on va s'arrêter. Il est préférable bien sûr de couper le moteur pour économiser du carburant. Donc il est utile de couper le moteur, réponse B, et couper le moteur permet d'économiser le carburant. Oui. Donc bonne réponse B et C. Par temps de pluie, la distance de freinage est plus longue. Réponse A. La même que par temps sec. Réponse B. Plus courte. Réponse C. Alors par temps de pluie, la distance de freinage est comment? Alors forcément on la compare par temps sec. Donc quand il pleut ça glisse, ça tout le monde le sait. Donc forcément comme ça glisse, qu'est-ce qui va se passer? La distance de freinage va être plus longue. On va mettre plus de temps à s'arrêter que par temps sec. Donc ce n'est surtout pas la même ni plus courte que par temps sec. La distance de freinage est plus longue que par temps sec. Donc bonne réponse A. Je continue le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, est-ce que je continue le dépassement de ce tracteur? Alors, bien que ce soit un véhicule qui circule lentement, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une flèche de rabattement qui nous signale que si on dépasse, il faut se rabattre. Donc, même si elle roule lentement, on pourrait éventuellement croire qu'on aura le temps, mais la signalisation nous indique qu'il faut se rabattre. Donc, je ne peux pas continuer le dépassement. Bonne réponse B. Ce véhicule roule lentement à 50 km/h depuis 2 km. Je fais des appels lumineux. Réponse A. Je dépasse. Réponse B. Je garde mon calme. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. Alors, je suis ce véhicule depuis donc apparemment 2 km. Ce véhicule roule assez lentement à 50 km/h, donc sur des petites routes comme ça. Donc ce n'est pas évident des fois de dépasser malheureusement. Donc que faire dans ce cas-là? Alors est-ce que je fais des appels lumineux?
Donc non, je ne vais pas, entre guillemets, mettre la pression à cet usager qui circule. Donc voilà, je peux, entre guillemets, mettre la pression. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Il pourrait rouler plus vite de ce qu'il peut et forcément avoir un accident. Donc s'il roule à cette allure-là, c'est qu'il ne peut pas rouler plus vite. Donc on va pas ni faire d'appel, ni klaxonner pour lui dire d'aller plus vite. Ça fait longtemps qu'il roule comme ça. Ce qu'il peut pas. Et il se sent pas à rouler plus vite. Alors est-ce que je dépasse? Ça pourrait être une solution. J'ai le droit, puisque la signalisation, la ligne au sol m'indique que j'ai le droit de dépasser les véhicules longs. Je vous rappelle, un véhicule long, c'est un véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km/h. Ce qui est le cas ici, mais par contre, au niveau visibilité, on n'a pas assez de visibilité, même si ce véhicule roule lentement. Pour le dépasser, dans ce cas-là, il faut garder son calme. Il faut donc un moment, soit le véhicule va tourner, soit je vais avoir un endroit pour le dépasser en sécurité. Donc des fois ça arrive, mais dans ces cas-là, il faut garder son calme. Il faut partager la route avec tout le monde. Donc bonne réponse, C. En cas d'accident, je mets un gilet haute visibilité. Réponse A. Je donne à boire aux blessés. Réponse B. Je place un triangle de présignalisation. Réponse C. J'alerte les secours. Réponse D. Alors en cas d'accident, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc bien sûr, il faut enfiler, mettre un gilet haute visibilité, donc pour bien être visible des autres usagers. Donc pour pas qu'on se fasse heurter, alors donner à boire aux blessés, donc surtout pas. Il faut jamais donner à boire aux blessés. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux blessés? Donc éventuellement les couvrir, si jamais on a une couverture, un manteau, parce que généralement un blessé ne bouge pas, donc il peut avoir froid. Et forcément le rassurer, lui parler, rester avec lui, mais surtout pas donner à boire, même s'il réclame, surtout pas. Donc je place aussi bien sûr un triangle de présignalisation, donc toujours pour protéger les lieux. Il ne faut pas que le premier accident engendre un second accident, ce qu'on appelle le suraccident. Et il ne faut pas que ça soit plus grave de ce que c'est déjà. Et bien sûr après, donc on va alerter à la fois, pas après, mais il faut aussi alerter donc les secours pour qu'ils viennent donc le plus rapidement possible. Et forcément donc oui, il faut bien le faire après. Donc il faut protéger les lieux et ensuite alerter les secours. Donc bonne réponse A, C et D. Dans cette situation, je m'arrête. En A, réponse A. En B, réponse B. Alors ici nous arrivons à une intersection. Alors le problème par rapport à cette intersection, c'est que devant la circulation est bloquée, ça n'avance pas comme on peut le savoir, car le véhicule a les feux stop d'allumer. Donc la question c'est où on va s'arrêter. Est-ce qu'on s'arrête tout de suite ou on s'arrête juste derrière le véhicule? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interdit d'encombrer une intersection, c'est-à-dire de s'arrêter en plein milieu et de boucher le passage du véhicule. Donc le mieux c'est s'arrêter tout de suite en position A. Comme ça laisse libre ceux qui arrivent de gauche ou de droite pour passer. Ça sert à rien que je m'engage, ça va pas avancer plus vite devant. Une fois que le véhicule noir, bien sûr, va avancer, là, je pourrais m'engager, mais pour l'instant, je reste où je suis, c'est-à-dire donc en position A. Bonne réponse A. Je me place dans la voie de droite. Oui.
Réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, nous avons trois voies de circulation. Donc où on va se positionner. Donc le code de la route dit qu'il faut toujours rouler le plus à droite possible. Alors pourquoi il y a plusieurs voies? Donc, bien sûr, on a le droit d'utiliser la voie la plus à gauche pour effectuer un dépassement. Donc par exemple, si je veux dépasser cette camionnette, je peux bien sûr utiliser la voie de gauche. Puisque ici nous sommes en sens unique. Donc là, on a trois voies de circulation. Donc normalement, il faut prendre la voie la plus à droite possible. Sauf que par rapport au marquage au sol, on s'aperçoit que cette voie, ce n'est pas une voie normale. Donc ici, on a des gros traits qui sont très rapprochés. Donc que signifient ces gros traits? Ça signale donc une voie qui est réservée à un certain type de véhicule. Donc ici, comme nous nous trouvons hors agglomération sur une voie rapide ou sur une autoroute, la voie réservée ici, forcément, une voie réservée aux véhicules lents. Qu'est-ce que c'est un véhicule lent? Je vous rappelle, un véhicule lent, c'est un véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km/h. Donc ici, notre vitesse n'est pas précisée. Donc on circule à allure normale. Donc nous ne sommes pas un véhicule lent. Donc on est bien dans la voie la plus à droite possible. Là ici, par rapport à notre allure, nous ne pouvons pas nous positionner ici. Donc je me place dans la voie de droite. Non. Bonne réponse. P. La chaussée est à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors est-ce que la chaussée est à sens unique? Donc pour savoir ça, il faut regarder la signalisation, c'est-à-dire les panneaux, éventuellement le marquage au sol. Alors ici, on a un petit panneau bleu avec cette flèche. C'est un panneau carré, un panneau d'indication. Ça nous indique quoi? Qu'on est effectivement en sens unique. On pouvait aussi le voir, le savoir. On a un panneau de chaque côté de la route. Donc ça signifie qu'on est aussi en sens unique. Et le troisième indice aussi, c'est qu'on a une ligne blanche continue sur la gauche. Dès l'instant où on a une ligne blanche continue sur la gauche, on est en sens unique. Donc oui, on est en sens unique. Alors est-ce que je dépasse? Donc il y a toujours trois choses à vérifier avant de dépasser. Donc vérifier si on a l'autorisation, si j'ai le droit. Donc là, les pointillés m'autorisent à effectuer le dépassement. Et il n'y a aucun panneau qui m'interdit d'effectuer un dépassement. Deuxième chose, donc est-ce que j'ai une bonne visibilité vers l'avant, etc. Donc là, pas de souci, puisqu'on est en sens unique. Donc il n'y a personne qui peut arriver en face. Donc même si on a une mauvaise visibilité, il n'y a aucun souci. Et dernière chose aussi importante, donc il faut vérifier qu'on n'est pas déjà dépassé, qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dépasse sur cette voie. Alors ça, comment on peut le savoir? Donc grâce au rétroviseur. Donc le rétroviseur antérieur, on n'aperçoit personne. Par contre, dans ce rétroviseur extérieur, on peut apercevoir le bout d'une voiture qui est presque dans notre angle mort. Donc il commence à arriver à côté de nous. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser parce que si je me déporte tout de suite, je vais percuter ce véhicule. Donc toujours bien penser à vérifier les rétros avant de dépasser. Donc la chaussée est à sens unique, oui. Par contre, je ne dépasse pas. Bonne réponse A et D. Ce réservoir contient du lave-glace. Réponse A. Du liquide de frein. Réponse B. Du liquide de refroidissement. Réponse C.
Alors, ce réservoir, qu'est-ce qu'il contient? Donc, pour savoir ça, il faut regarder les symboles sur le bouchon et surtout le symbole, bon, on a le petit livre, le petit attention, donc surtout le symbole qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, on a ce symbole des freins, donc on a le disque de frein avec les plaquettes. Je vous rappelle, on a aussi ce symbole, ce témoin rouge qui s'allume sur le tableau de bord. Si on a le frein à main de serrer ou si justement on a un problème de frein, donc ce symbole c'est les freins du coup, ce réservoir contient du liquide de frein. Bon, réponse B. En m'insérant, mon volant a vibré. L'avertisseur de changement de fil est activé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je n'ai pas actionné mon clignotant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, l'avertisseur du changement de fil, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des capteurs qui sont situés sur le véhicule à l'avant. Ça va analyser surtout les lignes blanches au sol. Et du coup, si on change de fil sans faire exprès, ça va nous avertir. Le volant va se mettre légèrement à vibrer pour nous avertir justement de ça. Donc là, apparemment, donc c'est qui s'est passé. On était dans cette voie-là et là, on a changé de voie. La voiture détectait cette ligne et quand on dépasse cette ligne, donc ça nous avertit en vibrant. Donc oui, ça signale que l'avertisseur de changement de fil est activé. Alors forcément, donc des fois, il faut changer de fil. Par contre, pour changer de fil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours actionner le clignotant. Justement, si j'actionne mon clignotant, j'avertis mon véhicule que je fais changer de fil. Et du coup, si je prends, je change de ligne, là, ça va être normal. Donc là, le volant ne va pas se mettre à vibrer. Donc si le volant est vibré, c'est que voilà, je n'ai pas actionné mon clignotant. Donc l'avertisseur de changement de fil est activé, oui. Et je n'ai pas actionné mon clignotant, c'est vrai aussi. Donc bonne réponse A et C. Dans les descentes, j'économise plus de carburant. Si je circule au point mort, réponse A. Si j'utilise le frein moteur, réponse B. Si j'appuie toujours sur la pédale d'embrayage, réponse C. Alors dans les longues descentes, donc j'économise plus de carburant si je fais quoi? Alors c'est vrai qu'on serait tenté éventuellement donc de circuler au point mort. Alors qu'est-ce que c'est le point mort? C'est qu'on n'a aucune vitesse d'enclencher. Généralement, qu'est-ce qui se passe dans les descentes? C'est que si je enclenche aucune vitesse, donc ma voiture va être ce qu'on appelle en roue libre. Il n'y a plus rien qui va ralentir le véhicule, donc le véhicule, il va généralement prendre de l'allure en descente. Donc on a l'impression d'économiser du carburant, sauf que le problème, voilà, comme le véhicule va vite prendre de l'envahir, on va être obligé de freiner. Mais là, du coup, si je freine, je vais user forcément mes freins beaucoup plus rapidement. Donc éventuellement on économise du carburant, mais pas vraiment. Parce que en fait le moteur tourne toujours. Qu'est-ce qui fait tourner le moteur dans ce cas-là? C'est pas les roues, ça va être forcément le carburant. Donc il y a quand même un minimum de carburant qui va arriver dans le moteur pour le faire tourner. Donc là, on va consommer quand même du carburant. Si j'appuie toujours sur la pédale d'embrayage, alors ça en fait ça fait un petit peu le même effet que le point mort. Donc si j'ai une vitesse d'enclencher, ok, mais si j'appuie sur la pédale d'embrayage, le moteur ne va pas être relié aux roues. Donc même chose, là il faut que le moteur tourne, et grâce à quoi le moteur va tourner? Toujours du carburant. Par contre, si j'utilise le frein moteur, donc là en utilisant le frein moteur, comment le faire? Donc il faut avoir une vitesse d'enclencher, et la pédale d'embrayage remonter, pour que là le moteur soit relié aux roues. Et là en fait dans une descente, si je n'accélère pas, donc qu'est-ce qui va entraîner le moteur? Donc là justement ça va être les roues du véhicule. C'est les roues qui vont entraîner le moteur. Et du coup, là j'ai plus besoin de carburant pour faire tourner mon moteur.
Et si on a un affichage de consommation de carburant instantané, on va avoir affiché 0, parce qu'il n'y a plus une goutte d'essence qui va arriver dans mon moteur. Et justement, donc le moteur, comme il tourne, il va faire aussi, c'est une grosse pièce, le moteur, il va faire en même temps ralentir un peu plus le véhicule, ce qu'on appelle le frein moteur. Comme le moteur tourne, mais comme il a plus de carburant, il va faire ralentir plus ou moins la voiture suivant la descente. Donc je vais économiser du carburant parce que, comme je vous dis, avec le frein moteur, c'est les roues qui vont entraîner le moteur, donc il n'y a plus d'essence qui va arriver dans le moteur, et en même temps, ce moteur va ralentir la voiture. Donc on va user beaucoup moins les freins. Donc surtout, voilà, jamais circuler au point mort, et jamais circuler avec la pédale d'embrayage, toujours appuyée. Donc bonne réponse, B. J'allume mes feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc là, on circule sur une voie rapide ou sur une autoroute. Donc qu'est-ce qui se passe devant nous? On a un très fort ralentissement dû à un bouchon. Donc on voit bien que les véhicules freinent, mettent leur feu de détresse. Donc la question, est-ce que moi-même je mets les feux de détresse? Donc les feux de détresse, à quoi ça sert? Ça sert à avertir au loin ce qui arrive vite pour l'avertir justement qu'on est à allure très longue. Parce que de loin, quand on aperçoit un véhicule, c'est pas évident de savoir à quelle allure il roule. Donc si on n'est pas averti très tôt, on va pas freiner très tôt. Et le véhicule qui arrive derrière risque de freiner justement malheureusement trop tard. Donc par contre, on allume le feu de détresse, forcément uniquement qu'on est le dernier du bouchon. Un véhicule qui est là-bas, c'est là le feu de détresse, ça va pas servir à grand chose. Donc là, est-ce que on est les derniers du bouchon? Donc on peut apercevoir que oui, on est les derniers du fort ralentissement. Donc là, il faut avertir les véhicules qui pourraient arriver vite derrière nous. Donc bien sûr, j'allume mes feux de détresse. Bonne réponse A. Il faut avoir obligatoirement à bord du véhicule un gilet haute visibilité. Réponse A. Un gilet haute visibilité par passager. Réponse B. Un triangle de présignalisation. Réponse C. Deux triangles de présignalisation. Réponse D. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir obligatoirement au bord du véhicule? Donc ça, c'est assez simple. Il faut avoir obligatoirement un gilet haute visibilité. Donc c'est le minimum. Donc voilà, il ne faut pas avoir un gilet par passager. C'est l'idéal forcément. Mais ce n'est pas obligatoire. Vraiment, on demande le minimum obligatoire. Donc c'est au moins un gilet haute visibilité et au moins un triangle de présignalisation. Voilà ce qui est obligatoire. Alors après, on peut avoir aussi les deux triangles. On peut avoir plusieurs gilets, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, bonne réponse A et C. Je continue le dépassement. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. Alors pour dépasser, il y a toujours trois choses à vérifier. Si j'ai l'autorisation, si j'ai le droit, la visibilité vers l'avant et si personne me dépasse derrière moi. Alors, est-ce que j'ai l'autorisation de dépasser? Donc là, on a une ligne discontinue. Par contre, les traits sont très rapprochés, ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc, quelle est la différence par rapport à une ligne, on va dire, normale, où les traits sont très espacés? C'est que cette ligne nous autorise à dépasser que les véhicules lents. Je vous rappelle, qu'est-ce que c'est un véhicule lent? C'est un véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km/h.
Donc là, on a un vélo, un cycliste, donc forcément un cycliste ne veut pas rouler à plus de 60 km/h. Donc là, la ligne m'autorise le dépassement de ce cycliste. Donc par contre, est-ce que je dépasse? Donc là, le problème, on arrive dans un virage, est-ce qu'on a une bonne visibilité? Donc non, on voit pas très loin ce qui se passe. Même si ce cycliste circule lentement, même si je vais pas mettre beaucoup de temps à dépasser, bah, il avance quand même. Donc si au moment où je commence à m'engager pour effectuer le dépassement et au même moment il y a un véhicule qui surgit rapidement devant nous, ça va être très compliqué. Donc là, comme j'ai pas une bonne visibilité, je renonce au dépassement et je vais attendre d'avoir une belle ligne droite pour avoir une meilleure visibilité. Donc bonne réponse B. Savoir les particularités des autres usagers permet de faire preuve de courtoisie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet de savoir partager la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour savoir les particularités des autres usagers, donc forcément les questions qu'on parle souvent, donc c'est on est à l'intérieur du véhicule, mais on ne croise pas forcément que d'autres voitures. Des fois, on a forcément d'autres usagers, notamment donc les piétons, les deux roues, les camions, les tracteurs, voilà. On a d'autres véhicules, autres forcément que les voitures. Donc savoir la particularité, donc c'est-à-dire comment se comportent ces autres usagers. Est-ce que ça permet de faire preuve de courtoisie? Donc, bien sûr, de les laisser passer, de faciliter leur passage, voilà. De les embêter le moins possible. Est-ce que ça permet de savoir partager la route? Aussi, bien sûr, donc forcément un piéton par exemple, il faut savoir bien sûr qu'il ne peut pas se déplacer rapidement, mais il peut aussi changer d'allure très vite. On peut marcher tout d'un coup, courir, une moto. Donc ça peut aussi vite changer d'allure par rapport à un tracteur ou un poids lourd. Voilà, là l'allure ne peut pas forcément changer très rapidement. Donc le fait de savoir tout ça, que ces usagers aussi vulnérables, les piétons, les deux roues, voilà, il faut faire attention. Donc forcément à eux. Donc oui, dans les deux cas, bien, bonne réponse A et C. Le stationnement est payant, réponse A. Gratuit, réponse B. À durée limitée, réponse C. Contrôlé par disque, réponse D. Alors ici nous arrivons donc dans une zone où le stationnement est interdit, à part si on utilise un disque de stationnement. Donc déjà le stationnement est contrôlé par un disque. Alors s'il est contrôlé par un disque, il est forcément aussi à durée limitée. Ce qui est marqué ici, la durée maximale limitée est à 1h30. Alors par contre, est-ce que ce stationnement est payant ou gratuit? Donc quand ça a durée limitée, c'est entièrement gratuit. Donc bonne réponse B, C et D. Il est encore possible de prendre la direction de l'île. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous arrivons donc ce qu'on appelle une sortie et une bifurcation d'autoroute. Donc c'est-à-dire un changement de direction. Donc nous là on souhaite prendre la direction de l'île. Donc déjà il faut voir où c'est inscrit sur ces panneaux. Donc on peut voir l'île c'est inscrit ici. Donc est-ce qu'il est encore possible de prendre cette direction? Donc pour prendre la direction de l'île, quelle voie il faut choisir? Donc ça on le sait grâce aux flèches ici, qui vont nous permettre de savoir telle voie va à telle direction. Donc ici on a mis de mettre une sortie. Donc pour l'instant on n'a pas
cette voie pour sortir. C'est pour ça qu'on n'a pas une flèche pour désigner. Ici, il faut prendre cette voie-là. Puisqu'ici, on a 4 voies. 1, 2, 3, 4. Donc nous, on est dans la 3e voie. Alors c'est vrai que pour prendre direction Lille, il faudrait être déjà forcément dans la voie la plus à droite, c'est-à-dire la première voie. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire si vraiment je veux prendre direction Lille? Il faut faire 2 changements de voie. Un premier et un deuxième. Donc un premier changement de voie et un deuxième pour être tout à droite. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais est-ce qu'il est encore possible de prendre cette direction? Alors pour savoir ça, il va falloir savoir à quelle distance se trouve justement cette bifurcation, ce changement de direction. Donc là, c'est inscrit qu'il nous reste encore 650 mètres. Donc 650 mètres, c'est plus de la moitié d'1 kilomètre. On regarde aussi forcément la circulation. Est-ce que derrière moi j'ai du monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation? Est-ce que en 650 mètres, je vais avoir le temps d'effectuer 2 changements de voie? Donc là on peut voir qu'on n'a pas une circulation très dense, on n'a personne apparemment derrière nous, donc en 650 mètres on a largement le temps de faire 2 changements de voie. Alors forcément on va pas tout couper en même temps, ce serait trop dangereux, donc on va d'abord vérifier si on peut se mettre dans cette voie là, on va le faire donc en regardant le rétro, l'angle mort, on va mettre le clignotant, et ensuite on refera la même chose pour savoir si on peut reprendre la voie ici. Mais 650 mètres, c'est largement suffisant. Par contre, ce serait marqué donc justement 250 mètres, là ça aurait été un petit peu plus compliqué au niveau de distance. Donc là, oui, il est encore possible de prendre la direction de Lille. Réponse A.